Après 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, la saga revient enfin dans un troisième volet intitulé 28 mois plus tard. Oh pardon, c'est vrai, j'ai oublié qu'ils ont décidé de passer directement à 28 ans plus tard, ce qui signifie que la suite se nommera 28 siècles plus tard. Je crois. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de science-fiction horrifique américano-britannique du nom de 28 ans plus tard. C'est à nouveau réalisé par Danny Boyle, qui était pendant très longtemps l'un de mes réalisateurs préférés, parce que ce mec, dans le pire des cas, il réalise des films pas ouf, un petit peu comme La Plage, mais dans la majorité du temps, il fait de très bons films. Donc je suis très content de voir qu'il reprend finalement les rênes de ce projet, en tout cas de cette saga, étant donné qu'il avait déjà réalisé le tout premier film 28 jours plus tard. Un film dont je suis très nostalgique, puisque je l'avais acheté en UMD pour ma PSP, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait des mini DVD spécialisés pour la PSP et forcément, moi, vu que je n'avais pas de télé dans ma chambre à l'époque et vu que mon argent était extrêmement limité, eh bien, je me contentais de ce genre de petits films que je regardais mais des tas de fois. Ce qui explique pourquoi j'ai dû voir ce film au moins une bonne dizaine de fois. Je suis donc tombé amoureux de tout, du post-apo, des acteurs, de la musique surtout, que j'ai dû réécouter en boucle chez moi, ou même du style de l'Arial qui donne l'impression d'observer des espèces de caméras de surveillance avec cette alternance des plans fixes très froid qui rappelle la mort, pour tout d'un coup switcher sur de la caméra épaule pour simuler le mouvement rapide et brutal dans le silence, puis soudain, en plus, c'était l'époque où j'étais complètement gaga de tout ce qui avait un rapport avec les zombies ou autres infectés. Entre les films de George Romero, les jeux vidéo Resident Evil, Left 4 Dead et la série The Walking Dead, 28 jours plus tard faisait clairement partie d'une des plus grosses branches de mon adolescence. Et nous nous retrouvons aujourd'hui sur le troisième volet qu'on n'attendait plus après 28 semaines plus tard, de 2007, de Juan Carlos Fresnadillo, dont je suis, hélas, beaucoup moins fan, car vous savez, l'histoire de ce film n'existe que parce que les personnages sont profondément stupides. Eh bien, toutes les qualités que j'ai attribuées sur la forme, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans un film où je ne me reconnais jamais dans les décisions des personnages. Mais alors, là où j'ai bugué, c'est quand je me suis rendu compte qu'ils ont décidé de sauter 28 mois plus tard, pour finalement passer directement à 28 ans plus tard, ce qui peut se comprendre quand on sait que plusieurs décennies nous séparent du premier film. Sauf que cette suite est apparemment la première partie d'une trilogie. Et là, je me suis posé la même question que plein de gens. Mais en fait, comment ça se passe pour le titre qu'ils vont choisir pour la suite? Est-ce que la suite s'appellera 28 siècles plus tard et se déroulera dans l'espace? Bon, je rigole car en vérité, le titre de la suite a déjà été choisi, The Bone Temple. Pourquoi pas? En France, on pourra d'ailleurs peut-être s'attendre à une traduction du titre. Bref, j'ai vraiment hâte de vous parler de ce troisième volet. En tout cas, pas avant de vous avoir rappelé que sur mon Patreon, on vous attend pas mal de podcasts, notamment le dernier où on recadre quelques petits golems en présence de mon invité Jeanne, dont je vous ai déjà fait la pub dans mes dernières vidéos. Donc n'hésitez pas à checker tout ça en lien, en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas que souscrire à mon Patreon pour écouter mes podcasts, c'est également soutenir ma chaîne YouTube. Bref, entrons dans le vif. 28 ans après l'apocalypse, alors qu'un confinement très strict a été mis en place pour les survivants, nous allons voir ce que deviennent ceux qui vivent à l'extérieur parmi les infectés. En effet, une communauté de rescapés réside encore et toujours à l'envahisseur, posée sur une île séparée par une route sous haute surveillance. Dans tout ça, un jeune garçon va découvrir de ses yeux comment a évolué le monde en 28 ans. C'est marrant parce que dès le démarrage du film, j'ai compris qu'ils ont eu conscience que les Teletubbies, ça fait peur, je suis désolé Teletubbies de base, c'est horrifique. Donc quoi de mieux que les Teletubbies pour démarrer un film d'horreur? En tout cas, pas de doute, l'introduction est géniale. Très semblable à l'introduction de 28 semaines plus tard, qui elle aussi, souvenez-vous, était phénoménale. À la différence ici que le ton est un poil plus caricatural, et ce sera un petit peu le même ton qu'on retrouvera sur le reste du film. 28 ans plus tard est très différent des précédents. Il est beaucoup plus stylisé et expérimental. La personne qui vous dira qu'il s'agit d'un film post-apocalyptique classique vous ment. Et je dis ça en toute sympathie, cette personne est un menteur. Bien les symboles christiques en grand nombre, notamment
lors de l'introduction qui fait ouvertement référence au jugement dernier, le film partira finalement dans une direction bien différente, et c'est la chose qui m'a probablement le plus rassuré. À vrai dire, j'avais peur que ça parle de, vous savez, de secte façon The Last of Us 2, mais alors pas du tout. C'est surtout un film de survie qui va parler de renaissance, et ce par l'accomplissement de rituels, le fait de revoir la vie naître parmi les morts, tel le phénix qui renaît de ses cendres. C'est en tout cas ce que caractérise l'apparition du bébé, et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais ce film va clairement tourner autour du thème de la renaissance, du cycle de la vie, d'où ce lien en rapport à l'univers, qui n'a plus rien à voir avec les premiers films. Ici, les infectés font comme partie d'une faune, et apparemment ils se reproduisent carrément entre eux. Et c'est dans tout ça que le père va apprendre au fils à chasser comme s'ils étaient face à des animaux. Pour information, à l'arrivée de la première bande-annonce, je me souviens que j'avais pris une shitstorm sur Twitter pour avoir dit que la série The Last of Us était censée ressembler exactement à ça. Sur Twitter, quoi que je dise, à chaque fois que je donne mon avis sur quelque chose, même si c'est un avis mais tout ce qu'il y a de plus banal, je me fais dégommer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que je m'investisse un peu plus sur Twitter, de façon à me farmer une communauté un peu plus solide, pour consolider un petit peu plus la forteresse de Plot Time, parce que là ça va plus, enfin vraiment c'est le niveau, enfin après vous me direz que c'est Twitter. Mais pour moi ce que j'avais dit c'était juste du bon sens. Le peu qu'on voyait c'était bien plus du The Last of Us que la série en elle-même, et je dis pas ça parce qu'on voyait déjà une sorte de prototype Joël et Ellie, où ici on voit le père et le fils qui partent à l'aventure. Je dis ça parce que, et là je m'en suis vraiment rendu compte en regardant le film, la grande différence avec la série The Last of Us, c'est que l'univers de 28 ans plus tard est extrêmement dangereux. Le film te fait bien comprendre à plusieurs reprises qu'à chaque fois que tu mets le pied dehors, voilà, en dehors du camp de réfugiés, t'es mort. Voilà, c'est la mort assurée. À chaque fois que les personnages principaux mettent le pied dehors, c'est de justesse qu'ils s'en sortent. Ça, putain, ça c'est un vrai univers post-apo dangereux. De plus, les infectés sont totalement comparables à ceux de The Last of Us, c'est-à-dire des espèces de zombies qui courent, et ce faisant, chaque scène ressemble à la dernière, et ce avec une certaine montée de l'épicness. Dans tout ça, nous avons un casting quasiment intégralement britannique, un petit peu suédois, un petit peu américain. J'ai été très content de voir des acteurs que j'aime beaucoup en tête d'affiche, un petit peu comme Aaron Taylor Johnson, qui ne porte pas le film, enfin tellement que le casting est bon. En fait, je dirais qu'il porte tout le film à la fois. Jodie Comer aussi, par exemple, qui joue à la perfection une mère qui perd la tête. On pensera également à Ralph Fiennes, qui, comme à son habitude, possède son rôle. Et j'ajoute que, selon moi, la plus grosse découverte de ce film, c'est ce jeune acteur, Alfie Williams, qui joue le rôle du jeune garçon d'une façon mais particulièrement brillante, voire carrément poignante vers la fin. Voilà, ça c'est une vraie direction d'acteur, j'adore. Sur la forme, on a un format d'image très horizontal. Alors je me suis renseigné, c'est apparemment l'ultra large 2,76 pour 1, aussi appelé l'ultra panoramique. Un petit peu comme si le film voulait créer une sorte de fresque horrifique géante, et ça permet de créer certains plans vraiment très esthétiques. Vous savez, par exemple, on a un plan que j'ai trouvé vraiment magnifique dans le film, où on voit un alpha. Alors pour info, un alpha, c'est une nouvelle forme d'infecté qu'on voit dans le film, un infecté bourré de testostérone. On voit la silhouette de sa musculature au loin posée sur le panorama géant, et ce, en contre-jour, en ombre chinoise, avec le crépuscule derrière. Et des plans comme ça, on en a tout un tas. On reconnaît complètement le style de Danny Boyle, mais il y a clairement une différence par rapport au premier film qui se voulait volontairement brouillon, vieillot. Ici, la réalisation est très énervée, avec un montage très cuté qui casse de temps en temps la règle des 180. Tout a été pensé pour avoir l'air sale, mortuaire, froid. J'ai l'impression que le réal a voulu créer un effet found footage. Avec les mouvements de caméra, on a presque l'impression que quelqu'un suit les personnages, mais également avec l'aspect flat de l'étalonnage très terne. Parfois, on a une image très compressée qui m'a rappelé, vous savez quoi? Ça m'a rappelé les cinématiques PS2 de jeux d'horreur, comme les Silent Hill par exemple. Et tout ceci est fait exprès, pour qu'on ait l'impression de voir une archive de vidéos qu'on devrait retrouver dans un environnement abandonné. Lorsque le réal propose des gros plans en close-up sur les infectés, on a tout d'un coup une image saccadé, donc ça renforce l'aspect très bizarre des infectés, on sait pas trop comment ils se débrouillent pour vivre. Et la chose la plus originale est cette espèce d'arrêt sur image à chaque impact de flèche. Lorsque la flèche touche un infecté, là notamment la tête de l'infecté, il y a un arrêt sur image, pac. Et l'idée a beau être étrange, le résultat en est pas moins extrêmement jouissif. Cette suite propose beaucoup de jumpscares, exactement comme les précédents, avec énormément de flashs qui illustrent les propos des dialogues, pour aller dans la continuité de sa volonté de créer un film très dynamique, et le tout nous est présenté avec une certaine violence. Le film est
très violent parfois, et peut-être un poil plus que les précédents. Je pense qu'on peut dire qu'on est autant sur de l'horreur que sur de l'action, enfin c'est clairement un film d'action, il n'y a pas de doute. Ça a beau durer pratiquement 2 heures, vraiment, je n'ai pas vu du tout le temps passer, c'est incroyable. Le tournage a eu lieu dans beaucoup de décors naturels, avec une ambiance très nordique, d'ailleurs c'était carrément le pari du film, nous montrer un environnement de survivants ayant survécu plusieurs générations au nord, et l'autre défi, de ce que j'ai cru comprendre, était de nous montrer les différentes créatures, enfin en tout cas, différentes par rapport au premier film, entre les rampeurs, je crois que ça s'appelle comme ça, donc les espèces de zombies qui rampent par terre là, et les alphas, donc ceux qui sont bourrés de testostérone, qui se plantent sur une plaine pour, pour observer les individus et hurler pour appeler la meute. Voilà, ça c'est un vrai danger. Donc j'ai vraiment envie de dire un grand bravo à tous ces maquilleurs et même aux cascadeurs pour avoir créé ces infectés au passage. Ils ne sont pas là pour voir l'air mort, mais bien pour ressembler à des humains bien vivants, mais infectés, mutés en quelque chose d'autre. Donc voilà, très bon maquillage, très beau repérage, des décors magnifiques, des intérieurs qui semblent provenir d'Urbex, et le tout accompagné d'une ambiance sonore brillante, bien que les musiques en elles-mêmes soient selon moi un petit peu moins marquantes que les opus précédents. On est plus sur une sorte de map sonore qui fait quand même l'affaire, disons-le. C'était donc 28 ans plus tard et c'était exactement comme je l'avais espéré. Une fois encore, Danny Boyle réalise rarement des bouses. Et dans le pire des cas, je me suis dit que ça allait être juste sans plus. Mais finalement, cette suite repousse pas mal de limites, sans en faire des caisses par rapport à son utilisation du budget. L'intégralité du film se jouera avant tout sur la qualité de la réalisation. Tel un orchestre de musique, ce film est une épopée mystique et étrange. Et c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de faire une suite à ça, bien que ça ait été pensé pour depuis le début, parce que de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est clairement un film à part, c'est très artistique, très détaché des opus précédents. La suite sortira quoi qu'il arrive. En revanche, le 3e volet dépendra du succès des 2 premiers. Ce qui m'inquiète, c'est que la suite sera réalisée par Nia DaCosta. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celle qui a réalisé The Marvels, Candyman de 2021. Je ne sais pas pourquoi ils insistent à mettre autant cette meuf en avant, c'est trop bizarre. On va passer de Danny Boyle, qui lui est bourré d'expérience, à cette meuf. Et je crains que ce qu'on voit à la fin du film 28 ans plus tard ne soit que les prémices d'une suite qui me séduira beaucoup moins. Parce qu'effectivement, parmi les quasi 2 heures de film, la seule chose qui m'a mis mal à l'aise, c'est sa fin. Cette espèce de cliffhanger bizarre avec des cascadeurs antéchrist bling bling qui nous sortent des cascades à la limite des Power Rangers. Je vous cache pas que ça m'a complètement sorti du film. Et je me suis dit, ah d'accord, la suite ça va être ça. Ok. Après bon voilà, on peut toujours s'attendre à une surprise, nous verrons bien. Mais quoi qu'il en soit, ce film pour l'instant, pour moi c'est une réussite. Et je ne peux que vous pousser à aller le voir. À moins que vous ayez déjà vu ce film, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, comme à chaque fois j'y porterai attention. Avant de quitter, n'oubliez pas le lien de mon Patreon en description et en commentaire épinglé pour y découvrir tous mes podcasts. Et autrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.